Alors, déjà, le DTA, vous avez vu, il y a donc une jungle de diagnostic. Où est le DTA dans cette jungle de diagnostic? C'est-à-dire, où est-ce qu'on le retrouve, à quoi il sert? Fabrice a abordé déjà un petit peu le sujet, donc c'est pas forcément une découverte. Mais moi, ce que je voulais faire un petit repositionnement de ce DTA, c'est que déjà dans cette jungle de diagnostic, vous avez toute une série de diagnostics sur la phase transaction. Je ne vais pas revenir dans le détail de tous ces diagnostics. Vous avez, comme en a parlé Fabrice juste avant, voilà, une série de diagnostics dans la phase travaux ou démolition. Et puis dans la phase, on va dire, exploitation d'un bâti, vous avez aussi un certain nombre de diagnostics. Et le DTA, donc diagnostic technique amiante, il s'inscrit dans la phase exploitation d'un bâti. Alors un DTA, c'est quoi? Un DTA, je suis c'est peut-être écrit un petit peu Je suis spécialiste nord-ouest pour l'activité drone. C'est un document obligatoire, évidemment. On a parlé de la date de juillet 97 tout à l'heure, et on reste sur cette même notion réglementaire en termes de date de permis de construire. Et c'est un document obligatoire qui sert tout simplement à organiser la prévention contre les risques liés à l'amiante. Il faut le voir comme un grand classeur dans lequel on va retrouver un certain nombre d'autres diagnostics. Fabrice en a très bien parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'avoir une notion des repérages de l'ensemble des matériaux pouvant contenir de l'amiante. Ce diagnostic, donc ce DTA, il doit être tenu à jour. Et bien sûr, on a cette fiche récapitulative qui va permettre de suivre l'évolution de la présence, voire ensuite de la disparition de l'amiante sur un bien. Imaginons un désamiantage, voilà. On enlève l'amiante d'un bâtiment, et bien à partir de là, la fiche récapitulative finit par dire qu'on a désamianté ce bâtiment. Sa périodicité, il y a une mise à jour qui est à faire si il date d'avant 2013, 1er janvier 2013, avec une mise à jour obligatoire à chaque fois qu'il va se passer quelque chose sur les matériaux pouvant contenir de l'amiante, enfin contenant de l'amiante. Donc un repérage avant travaux. Une évaluation périodique sur des éléments de la liste A ou de la liste B. Je vous en reparle juste après, de ces deux listes. Si on a fait des mesures d'empoussièrement pour une mesure X ou Y, sur des examens visuels ou sur des travaux de désamiantage. Le périmètre. Alors contrairement au diagnostic amiante avant travaux dont Fabrice parlait tout à l'heure sur ces fameux sanitaires, où là on va venir faire des prélèvements sur l'ensemble des matériaux qui vont faire l'objet de rénovation ou de travaux. Pour l'activité drone. Là, on va se cantonner sur en tant que chef de projet. ce qui est directement accessible, c'est-à-dire dans la phase normale de l'exploitation du bâtiment. Expert en sûreté du transport aérien. Je suis chargée Donc d'affaires en tout ce qui va être performance visible est directement accessible. C'est-à-dire que si on doit faire... Enfin, je vous ai mis un petit cas pratique après, vous allez mieux comprendre. DTA, à quoi ça sert? DTA, ça sert tout simplement déjà à répondre aux obligations réglementaires, assurer la santé du public, des occupants, que ce soit du public lambda, que ce soit aussi des travailleurs, des gens qui interviennent pour des opérations de maintenance, des usagers. Assurer une traçabilité. Vous avez bien compris que le sujet amiante, les présentations que vous avez eues avant et que vous aurez après, la notion de traçabilité de l'amiante, c'est un point essentiel. En particulier sur nos périmètres, où évidemment nos déchets amiantes ils font beaucoup de kilomètres. Donc du coup, cette traçabilité, on va aussi la retrouver dans le DTA. Et puis identifier les locaux à risque avec éventuellement des restrictions d'accès sur certaines parties de locaux ou sur certains équipements. On parlait tout à l'heure, à l'instant du périmètre. Donc le DTA s'applique bien sur uniquement la liste A et la liste B. La liste A, c'est les matériaux, les produits présentant un grand risque de par leur nature fibreuse et volatile. On parlait, fut un temps, de tout ce qui était friable. Donc c'est flocage, calorifugage, faux plafond. C'est ce qu'on appelle basiquement la liste A. La liste B, des produits contenant de l'amiante liés à une matrice solide mais susceptible malgré tout de libérer des particules liées à des conditions d'usure ou d'altération du matériau. Je suis chargée de relations Frottement, clientèle. perçage, ponçage, infiltration d'eau, Responsable d'eau sur un mur, on peut avoir un décollement d'enduit. Je suis responsable Ça peut très bien entraîner marketing. une mise en dispersion des fibres d'amiante. Je suis chargée d'affaires en performance énergétique. Et la liste C, on n'y touche pas dans le cadre du DTA.
Cette notion elle est importante parce que on est sur une vision réglementaire et il faut vraiment se cantonner à ça. Je vous ai mis un petit cas pratique. Donc comme je vous le disais, liste A, liste B, on est sur notre mise en scène sur l'ensemble d'un bâtiment et évidemment que ce qui est directement accessible dans la phase d'exploitation normale des locaux. Donc imaginez une grande salle de réunion. Je suis désolé, c'est pas très visible. Et là, on va faire le faux plafond. C'est la liste A, par exemple. On va faire une inspection du plénum. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du faux plafond? On va regarder s'il n'y a pas du calorifugage, par exemple. Voilà, on découvre du calorifugage ou du flocage anti-incendie. On va aller visiter les locaux techniques. Est-ce qu'on n'a pas des matériaux particuliers? Liste A, liste B, encore une fois. Des panneaux fibrociment en façade. On en trouve régulièrement pas mal de bâtiments de l'État qui ont des plaques amiantées sur les façades. Et juste sous moi, vous imaginez une toiture. La partie importante aussi du DTA, c'est qu'elle intègre donc les parties extérieures, donc tout ce qui est façade, mais aussi tout ce qui est toiture. Je suis chargée de relations clientèle. Donc toutes ces bandes bitumineuses, d'étanchéité sur des chaîneaux ou entre des jonctions de tôle, ça peut être concerné par les fibres amiantes. Expert en sûreté du transport aérien. Je suis chargée d'affaires. Pour finir, les échéances du DTA. Alors je vous ai mis des petits smileys. Alors ce qui est vous faites pas la distinction entre le jaune et le vert. Faut savoir tout simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail de différentes dates, on pourra éventuellement l'évoquer pendant les questions, mais ce qui est vraiment important, et c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est que ce DTA, il doit vivre. C'est un document vivant. Si nous, Bureau Veritas, qui que ce soit d'autres, réalisent un DTA pour vous, c'est pas pour le mettre sur une armoire et après dire ok, on l'a fait d'un point de vue réglementaire, on n'y touche plus et on continue d'avancer. J'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est non. Le DTA est un document vivant qui doit évoluer en fonction de tout ce qui va se passer sur les matériaux contenant de l'amiante sur le bâti en question. Et réglementairement, vous aviez une mise à jour à faire avant le 1er février 2021. Donc ça, c'était les textes dont parlait Fabrice aussi tout à l'heure. Clairement, vous aviez cette obligation de mise à jour. Et puis derrière, la périodicité de mise à jour tous les 3 ans de ces DTA si vous avez découvert des matériaux amiantés. J'ai essayé d'être simple, concis, de respecter les horaires. Merci, monsieur Ebras. Alors, la question à se poser, certainement, c'est que risque un bailleur en l'absence d'un DTA? Alors, en l'absence d'un DTA, le bailleur il s'expose directement à du pénal. Le sujet amiante, c'est directement du pénal, donc avec toutes les notions qui vont avec. De mémoire, on est sur 1500 € d'amende pour les personnes physiques et 7500 pour les personnes morales. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en l'absence de DTA. Je vais au-delà de ça, de cet aspect financier. Il y a aussi tout l'aspect mise en danger des collaborateurs, de travailleurs, d'usagers du bâtiment, qui peut entraîner derrière des arrêts d'activité, des droits de retrait et tout ce qui va avec. Le DTA, imaginons un bailleur social quelconque, qui a donc une centaine de logements dans un bâtiment d'une résidence. Le DTA va ne porter que sur les parties collectives. Façade, toiture, partie commune. Le législateur a quand même souhaité qu'on ait une vision de ce qui se passe à l'intérieur de chacun des logements et donc a défini un diagnostic qui s'appelle le DAPP, diagnostic amiante des parties privatives, qui lui ne porte uniquement que sur la liste A. Et donc le DTA est une chose portée par le Code de la santé publique et le Code du travail. Le DAPP ne porte que sur le Code de la santé publique. Dans quel cadre rentre le diagnostic qui est obligatoire lorsqu'on fait une vente? Il me semble que ça rentre dans le cadre du DTA. J'en suis sûr. Et comment et dans quel cas on peut dire que, par exemple, lorsqu'on fait un repérage vente, il n'y a pas d'amiante, et dans le cadre du travaux, par exemple, on trouve de l'amiante? Est-ce que tu peux expliquer en quelques temps ce qui nous arrive tous les jours? Absolument. Ce qui nous arrive tous les jours.
Clairement, le diagnostic avant cession et le diagnostic amiante avant travaux sont sur deux périmètres différents en termes de liste de repérage. Donc le diagnostic avant cession, on est plutôt sur de la liste A, liste B, Fabrice, sous ton contrôle. Mais par contre, le diagnostic amiante avant travaux, eh ben, il va être liste A, liste B, mais aussi liste C. Donc de fait, un diagnostic avant cession, vous achetez un logement, un bien, vous avez un diagnostic avant cession qui vous dit ici, il n'y a pas d'amiante, super, je vais pouvoir casser ce mur-là. Eh bien non, parce que vous cassez ce mur-là, donc du coup, vous avez l'obligation de faire un diagnostic amiante avant travaux. Parce que liste A, liste B, évidemment, on a cherché, on n'a rien trouvé. Mais liste C, on est obligé de faire les prélèvements sur la partie, sur le mur qu'on va casser, par exemple. Devenu propriétaire en 1978 dans des logements collectifs d'un bailleur SLM maison individuelle, c'est-à-dire que c'est des collectifs devenus maisons individuelles. Et là, si vous voulez, nous sommes dans la perspective éventuellement de savoir dans quoi nous vivons. C'est-à-dire, on souhaiterait savoir déjà si le bailleur, il a fait, est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce que le bailleur, est-ce qu'il a fait les différents diagnostics avant de nous le vendre. Ça, on n'a pas comment dire, on n'a pas de preuves. Et puis là, on ne sait pas sur quoi s'en tenir, à quoi on s'expose, quoi. Votre réponse, elle peut être lourde. Enfin, votre question peut être lourde. Ce que je veux dire, c'est que au moment où vous êtes devenu acquéreur, propriétaire de ce bien, évidemment, les diagnostics qui ont été fournis répondaient à l'obligation réglementaire du moment. Le sujet amiante, comme beaucoup de réglementations, évolue avec le temps et se densifie, on va dire. Cependant, si vous avez acheté ce bien il y a X années, évidemment, les diagnostics de l'époque ne recherchaient peut-être pas ces matériaux-là ou pas avec ce périmètre-là. Mais aujourd'hui, vous avez acheté ce bien, vous en êtes propriétaire, donc du coup, vous êtes propriétaire de l'ensemble des matériaux qui sont dans votre logement. Donc si jamais il y a de l'amiante dans votre logement, je dirais c'est votre amiante. Et vous ne pouvez pas réglementairement, après il faudrait regarder dans le détail évidemment, mais selon moi réglementairement, c'est vous qui devenez propriétaire de ces matériaux amiantés.